Très bien, donc bienvenue à nouveau à tous pour ces exposés de l'après-midi du séminaire MEGA, matrice et graphes aléatoires, à l'École Polytechnique. Nous sommes heureux d'entendre Alice Contat qui va nous parler, il faut faire la traduction simultanée, de cœur critique de percolation sur des graphes aléatoires. Ouais, C'est ça? ouais, de cœur critique de graphes aléatoires. Cœur critique de graphes aléatoires. Parfait, merci Alice. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis désolée, je ne vais pas beaucoup vous parler de matrice. Dans un tout petit peu. Mais c'est pour faire l'inclusion dans le grand FT matrice. Donc, je vais vous parler de cœur de graphe. Et la notion la plus connue de cœur de graphe, c'est la notion de K-cœur. Donc, on va se fixer un entier K. Et étant donné un graphe, son K-cœur, c'est le plus grand sous-graphe où tous les sommets ont degré induit au moins K. Donc là, je vous ai dessiné un graphe. Et donc, à l'intérieur de ce graphe, il y a le 2 cœurs qui contient tous les sommets jaunes. Là, si je garde toutes les arêtes entre les sommets jaunes, tous les sommets ont degré au moins 2. Donc, à l'intérieur de ce 2 cœurs, il y a le 3 cœurs qui a un peu moins de sommets. Par exemple, le sommet en haut à droite, là, il n'y est pas. Et d'ailleurs, bon, c'est le seul. Donc ça, c'est pour la définition géométrique de ce qu'est le K-cœur, mais il y a un moyen simple de trouver le K-cœur d'un graphe, c'est d'enlever tous les sommets qui n'y sont pas et de recommencer jusqu'à ce que on puisse plus. Quand Oui. tu dis qu'il est unique, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs composantes connexes. Il peut y avoir plusieurs composantes D'accord, connexes. donc tout. On prend tout le plus grand possible. Et donc, bon, sur l'exemple là, c'est un peu bébête, donc on va essayer de le faire sur le graphe que j'ai dessiné à droite. Donc, si on veut le 2 cœurs du graphe que j'ai dessiné à droite, il faut enlever tous les sommets qui ont degré plus petit que 2, donc tous les sommets qui ont degré 1, donc qui sont des feuilles. Donc j'enlève toutes les feuilles. Et quand je fais ça, c'est possible de créer des nouvelles feuilles. J'en ai créé une nouvelle ici, parce que j'ai effacé l'arête aussi. Et j'en avais aussi créé une là. Et là, je m'arrête parce que tous les sommets ont degré au moins 2. Et on peut faire le 3 cœurs à l'intérieur du 2 cœurs. Ah, mais peut-être pas. Mes couleurs ne sont pas cohérentes avec le tableau là-bas, mais c'est pas très grave. Donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs composantes connexes. Là, j'ai un sommet. Ah, non. Il peut y avoir plusieurs composantes connexes. Hop. Hop. En trichant un peu, là, si je veux le 3 quarts de ce graphe-là, j'ai deux composantes connexes. Une ici et une ici. OK. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire ça sur des graphes aléatoires. Hop, donc ça, c'est ce que je viens de dire. On peut le trouver de manière algorithmique. Et on va le faire sur le graphe aléatoire le plus connu, le graphe d'Erdős-Rényi. Donc on a n sommets, une probabilité P. Entre chaque paire de sommets, on trace une arête avec probabilité P, sinon on ne la met pas. Et ce, indépendamment pour tous les arêtes. Et donc on va se placer dans le régime où le degré moyen est constant, d'ordre C, donc à P d'ordre C sur N. Et donc pour ce graphe-là, on sait qu'il y a une transition de phase entre un régime où, alors, donc on se fixe K, et si le C est petit, donc il y a peu d'arêtes, donc la probabilité qu'on ait un K-cœur est petite, même, le K-cœur est petit, d'ordre constant, même il n'y en a pas du tout pour dès que K est plus grand que 3. Alors que si on dépasse une certaine valeur critique donc pour C, alors il va y avoir une proportion positive des sommets qui vont être dans le K-cœur du graphe. Il y a une taille asymptotique du K-cœur qui donc dépend de C. OK. Et donc par exemple, pour k égale 2, on peut tracer donc, la densité du K-cœur en fonction de C, du 2 cœurs, pardon, pour k égale 2. Donc, j'ai tracé là, pour un n très grand, la taille du 2 cœurs pour, dans Gn, C sur n, donc divisé par n, la proportion des sommets qui sont dans le 2 cœurs, en fonction de C.
Donc, quand c'est petit, cette proportion vaut 0. Le K-cœur, il faut imaginer que le K-cœur, il est tout petit d'ordre constant. Et à c égale 1, cette proportion devient positive. Mais ici, de manière continue. Là, vous voyez, ma courbe, elle est continue en c égale 1. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe justement à c égale 1. Et ce qui a été montré par Jansson, Knuth, Luczak et Kittel dans un très gros papier, que certains connaissent sous le nom du papier géant sur la composante géante du graphe d'Hertzsprung. Et donc ce qui montre, c'est qu'au point critique, donc pour c égale 1, la taille du 2 cœurs, elle est d'ordre n1/3. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le graphe d'Hertzsprung, c'est aussi à c égale 1 qu'a lieu la transition de phase pour la composante géante du graphe d'Hertzsprung. Et justement, au point critique, les composantes, elles ont taille n2/3. Et les composantes, elles ressemblent à des arbres avec quelques cycles. Et tout ce qui va rester dans le 2 cœurs, c'est justement les cycles qui sont... Enfin, ça va ressembler globalement à des arbres de taille n2/3, mais il peut y avoir quelques cycles. Et du coup, tout ce qui va rester quand on garde que le 2 cœurs, c'est juste cette partie cycle. Et du coup, la longueur du cycle, c'est à peu près la hauteur de l'arbre. Donc, un arbre de taille n2/3 et la hauteur racine de n2/3. Donc, c'est de là que vient le n1/3, heuristique. OK. Donc, ça, c'était pour le 2 cœurs. Ce qui se passe pour le 3 cœurs est très différent. La transition de phase, elle est dans ce cas-là discontinue. Donc, si je vous trace la même courbe que tout à l'heure, la densité du 3 cœurs dans GNC sur N, donc divisé par N en fonction de C. Donc, quand C est petit, ça vaut 0, et puis ça se met à devenir positif, et ce de manière discontinue. Donc là, il y a le paramètre critique, alpha 3, qui vaut 3, quelque chose. Donc, juste après le point critique, la densité du 3 quarts, elle est strictement, enfin, elle est plus grande que 0,2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au point critique, on a une probabilité positive de tomber légèrement sur critique et une probabilité positive de tomber légèrement sous critique. Et, ah mince, oh, pardon, je suis allée trop vite. Et donc, il y a une probabilité positive qu'il n'y ait même pas du tout de sommet dans le 3 quarts, et une probabilité positive qu'il y ait une proportion positive des sommets qui sont dans le 3 quarts. J'essaierai de vous donner une explication de pourquoi ça se passe peut-être. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Tu connais la probabilité critique là? Il y a une... alors, je ne l'ai plus en tête, mais il y a une formule au moins qui la caractérise. Peut-être une équation de degré de... non, peut-être pas de degré de... mais... C'est un nombre Ah, c'est un algébrique. nombre, il y a peut-être une fonction de Lambert derrière, mais... C'est solution d'une certaine équation Voilà. explicite. Okay. Exactement. Et pour tous les cas, il y a une équation explicite qui donne le... J'ai plus la technique, juste à la transition, t'es en haut, t'es en bas. Probabilité positive d'être en haut ou en bas. Oui. Là, la transition, elle est discontinue quand on regarde à C sur N, mais en ajoutant un terme ou 1 sur N carré, ou etc., on ne peut pas faire une interpolation, on ne peut pas combler le... Non. Bah, si tu mets plus un truc trop grand, là tu seras sur critique. Si tu mets moins un truc trop grand, tu seras sous critique, mais il y a une fenêtre où tu peux tomber dans les deux. D'accord. Oui, j'espère que c'est vrai ce que je... D'accord. Je vais enregistrer. Ok. Bon, ça c'était pour le K-cœur. Ah, et j'ai oublié de... J'ai foncé directement sur le K-cœur, mais en fait, ce dont je veux vraiment vous parler, c'est du cœur de Karp-Pipser. Et les résultats que je vais vous présenter, c'est un travail en commun avec Thomas Budzinski, que vous pouvez trouver sur Archive depuis ce matin. Et c'est le petit frère d'un papier qu'on a
qui date de exactement il y a 2 ans. Pas sur l'Arduino, mais sur un modèle plus simple dont on discutera juste après. Ok, donc on va parler plutôt du cœur de Karp-Sipser, qui s'obtient en enlevant. Alors, contrairement aux deux cœurs, on va plus enlever, on va plus enlever uniquement les feuilles, mais on va également enlever les voisins des feuilles. Donc, si je reprends mon exemple, je vais essayer de. J'aurais dû photocopier. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc, on enlève les feuilles et le voisin des feuilles. Donc, il ne me reste pas. Mais là, vous voyez, en haut à droite, j'ai un sommet qui est devenu une feuille. Donc, il faut enlever ce sommet-là en haut, également son voisin. Et du coup, là, il me reste les 5 sommets-là, qui doivent me donner le cœur du cadre. Sinon, je peux le faire sur mon graphe. Là, ça devrait marcher quand même. Et ce sera intéressant, mais je vais mettre des couleurs. Et donc, on enlève les feuilles. Ça tombe bien, je vais et les voisins des feuilles. Les voisins, oui. Et du coup, j'ai rajouté des sommets par rapport à tout à l'heure. J'ai triché, je vais les réenlever. On voit quelque chose. Là. Et donc, quand je fais ça, je peux créer des nouvelles feuilles. Par exemple, ici. Il n'y a plus l'arrêt là, il n'y a plus l'arrêt là, c'est devenu une feuille. Donc, Là, pour l'instant, celui du milieu qui est barré en jaune, tu ne l'as pas encore enlevé. Non, je ne l'ai pas enlevé, ouais. D'accord. Désolée. J'essaie de faire plusieurs dessins sur un même dessin. C'est peut-être pas très mal. Je ne l'ai pas encore enlevé, mais peut-être que ça va arriver un jour, peut-être pas. Donc, on le sent en venir. Ok, donc là, j'ai une feuille, j'ai juste une feuille ici, donc j'enlève et j'enlève son voisin. J'enlève, créer une feuille et j'enlève son voisin. Et il va me rester. Ah, pas de chance, il me reste. C'est bien, on peut tricher, je crois. Il me reste quelque chose. Mais il ne peut plus rien rester. C'est tout à fait possible qu'il ne reste rien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La motivation initiale de Karp et Sipser, c'est qu'ils voulaient trouver un ensemble indépendant d'un graphe. Donc là, les sommets que j'ai mis en violet, il n'y en a pas qui sont voisins. Et parce que à chaque fois que j'ai pris un sommet, j'ai interdit son voisin. Et ce sommet, c'était une feuille. Et si on veut trouver un ensemble indépendant de taille maximale, c'est optimal de commencer par les feuilles. Parce que si au lieu de prendre la feuille, je prends le voisin de la feuille, en repoussant ça, je m'interdis moins de choses. Parce que si je prends celui-là, je n'aurais pas le droit de prendre celui-là. Donc c'est toujours bien de commencer par les feuilles. Et donc tant qu'on peut faire l'algorithme de Karp-Sipser, on construit un ensemble de sommets qui fait partie d'un ensemble indépendant de taille maximale. Donc sinon, s'il ne nous reste rien à la fin, c'est qu'on a trouvé un ensemble indépendant de taille maximale. Et c'est cool parce que c'est un problème NP complet en général de trouver un ensemble indépendant de taille maximale. Si on en a un, on est content. Il y a moyen de le visualiser ou de le deviner à l'avance sans faire l'algorithme? Non. Et a priori, il n'y a pas de définition géométrique. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, le K-corps, c'est le plus grand sous-graphe dont les sommets ont degré au moins K. Là, il n'y a pas de définition géométrique de ce qui reste. C'est pas monotone en fait. Tu Tu rajoutes une feuille avec le triangle. Tout à fait, c'est pas stable du tout. Ouais. Voilà, donc ce qui reste, donc là, on appelle ça le cœur de Karp-Sipser. C'est pas monotone du tout, mais une propriété importante, c'est que c'est abélien. Là, je vous ai enlevé toutes les feuilles et tous les voisins, mais j'aurais pu choisir une feuille, enlever les voisins et continuer. Si je dis que j'enlève aussi les sommets isolés, à la fin, le cœur de Karp-Sipser, il est bien défini. Je peux le faire enlever les feuilles dans l'ordre que je veux. Ce que j'obtiens à la fin, c'est bien la même chose.
Et il n'y a pas beaucoup d'algorithmes comme ça, on enlève les feuilles, enfin les sommets avec une certaine propriété et leurs voisins avec une certaine propriété pour lequel c'est abélian. Ok. J'espère que l'algorithme est clair, parce que maintenant, on va vouloir faire sur le graphe d'Erdős-Rényi comme tout à l'heure. Et ce qu'on montrait pardon, j'ai oublié une chose, c'est la partie matrice, si je l'oublie. Une autre motivation pour étudier cet algorithme, c'est que donc enlever une feuille et son voisin, ça préserve la multiplicité de 0 comme valeur propre de la matrice d'adjacence. Donc ça permet d'enlever des sommets tout en gardant la même multiplicité de 0 comme valeur propre de la matrice d'adjacence. Donc de se ramener à un graphe plus petit et à une matrice plus petite. En particulier si elle reste rien, c'est pratique. Ok, donc maintenant on veut faire ça sur le graphe d'Erdős-Rényi. Et ce qu'ont montré Karp et Sipser, c'est qu'il y a une transition de phase, comme tout à l'heure, entre un régime sous-critique où le cœur de Karp-Sipser est petit, d'ordre constant, et cette transition de phase, elle a lieu à, tout à l'heure il s'appelait alpha, le paramètre critique. Ici c'est E, E 2,71, qui est explicite. Et donc, dans la phase sous-critique, quand C est plus petit que E, dans le graphe d'Erdős-Rényi avec n sommets et probabilité C sur N pour chaque arête, le cœur de Karp-Sipser est d'ordre constant, alors que quand C est plus grand que E, la densité du cœur de Karp-Sipser dans le graphe, elle converge vers une certaine constante qui est aussi explicite. Et comme pour le 2 cœurs, la transition de phase elle est continue. Donc là, le bêta C, il tend vers 0 quand C tend vers 1. Et donc ce qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce qui se passe au point critique. Donc pour le 2 cœurs, on avait un 2 cœurs d'ordre n un tiers. Qu'est-ce qui se passe dans notre cas là? Puisque la transition de phase est continue, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un certain exposant critique. Et alors, on peut même d'autant plus s'y attendre qu'il y avait des physiciens qui avaient fait des simulations. En 2001, ils ont regardé, ils ont fait des simulations et trouvé et conjecturé que au point critique, donc à C égale E, la taille du cœur de Karp-Sipser elle est d'ordre n puissance alpha. Alors, numériquement, ils trouvent alpha égale 0,63, mais ils ont plusieurs exposants reliés. Donc, en fait, ils font 4 conjectures différentes pour ce alpha. Je crois que celle-là, donc ça correspond à le alpha vraiment qu'ils trouvent. Celle-là, ça correspond à un des autres exposants qui gardent égaux à ce qu'ils trouvent dans leur simulation et ils adaptent les autres exposants. Et celle-là, ils aiment bien parce que tout est rationnel comme exposant. Mais ils disent que quand même, ils préfèrent le alpha égale 3/5. Pardon, alpha égale 0,58, c'est pas une conjecture, ça, c'est... Bah, ils ont vraiment un tableau avec conjecture 1, 2, 3, 4. 0,58 c'est pas très bizarre, ça. Leur conjecture alpha égale 3/5 est leur préférée, et ils ont raison. Et c'est ce qu'on a montré avec Thomas. Donc, n'ayez pas peur. On va regarder, donc, on se place au point critique, C égale E, et on regarde le cœur de Karp-Sipser du graphe Gn E sur N. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'il a effectivement taille n 3/5, mais donc, si on regarde le nombre de sommets de degré 2, là, D2 de n, c'est le nombre de sommets de degré 2 dans ce cœur de Karp-Sipser que je viens d'écrire. Donc, il y a n 3/5 sommet de degré 2, n 2/5 sommet de degré 3, n 1/5 sommet de degré 4, quelques sommets, un ordre constant de sommet de degré 5, et pas du tout de sommet de degré plus grand que 6. Et si on normalise donc par ces bonnes échelles, ça converge en Loire vers une loi limite explicite qui dépend de θ ici, où θ c'est le premier temps d'atteinte à la courbe 1 sur t carré par un brownien.
Et donc là, on prend cet état, et conditionnellement à θ, la limite, là, c'est θ à puissance -2, -3, -4. Pour les sommets de degré 5, il y a encore un peu d'aléatoire, une petite fluctuation. Ok. Est-ce que le théorème est clair? Et C2, C3, C4, C5, c'est des constantes que Ouais. vous calculez? Ouais, explicite. Ok. Il y a des puissances de 2, des puissances de 3, des puissances de E. Oui, pardon, je ne l'ai pas écrit, mais c'est simple aussi. Ok, bon bah, on va essayer de le montrer maintenant. Dans le temps qui reste, on va essayer de comprendre pourquoi c'est ça les bons ordres de grandeur. Et comment on obtient ce théorème. Alors, une première méthode, ah oui, d'abord on va simplifier un peu la vie. Le graphe d'Hertzsprung, c'est très chouette parce que tout est indépendant, mais on peut avoir des sommets de n'importe quel degré. Et donc, quand on va vouloir appliquer notre algorithme, ça va un peu nous poser problème. Donc, on va se ramener à un modèle d'abord plus simple. On n'a que des sommets de degré 1, 2 ou 3. Et donc, on a D1 sommet de degré 1, D2 sommet de degré 2, D3 sommet de degré 3. Et donc, on imagine qu'on a le bon nombre de sommets avec des demi-arêtes et on les appareille uniformément au hasard. Il faut qu'on puisse les appareiller, que le nombre total de demi-arêtes soit pair. Et juste, on prend un graphe uniformément au hasard parmi les graphes avec le bon nombre de sommets de chaque degré. Donc, par exemple, là, c'est un appareillement possible. Et une propriété super pratique de ce modèle de configuration, c'est qu'on peut soit appareiller nos demi-arêtes toutes d'un coup, et en fait, on peut le faire une par une. Et donc, si on choisit une demi-arête, la demi-arête avec laquelle elle va s'appareiller, c'est juste une demi-arête uniforme au hasard parmi celles qui n'ont pas encore été appareillées. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire notre algorithme de Karp-Spitzer au fur et à mesure qu'on construit notre graphe. On va imaginer qu'initialement, on ne connaît pas notre graphe, et on va appliquer notre algorithme de Karp-Spitzer et révéler les arêtes dont on va avoir besoin. Juste pour se placer dans le même régime dans lequel on peut observer la transition de phase, on va supposer qu'on a une proportion asymptotique de sommets de degré 1. Alors, ce n'est pas la proportion de sommets de degré 1, c'est la proportion de pattes, enfin de demi-arêtes qui sont sur les sommets de degré 1. On a une certaine proportion de demi-arêtes qui sont sur les sommets de degré 2, une certaine proportion d'arêtes qui sont sur les sommets de degré 3. Et donc, comme je le disais, l'idée principale, c'est qu'on va construire, on va appliquer l'algorithme, donc construire le corps en même temps qu'on révèle notre graphe, donc on attache les demi-arêtes. Donc, si je reprends cet exemple, donc j'imagine que mon graphe, c'est celui qui est à droite, mais on imagine qu'on ne le connaît pas, et on veut trouver le deux-cœurs du graphe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le deux-cœurs, il faut enlever les feuilles. Donc, on prend une feuille, là, la feuille numéro 1, on attache sa demi-arête, on la révèle. Ah, bah, elle était attachée au sommet de degré 2. Donc, c'était celui-là. Et je l'enlève, parce que je ne la veux pas dans mon deux-cœurs. Et ainsi de suite, on continue. On a 5, qui est aussi une feuille. On attache sa demi-arête. Ah, on la révèle. Ah, c'est celle-là. Ah, bah, je l'enlève. Il y a 7. Je réduis. Tu enlèves pas 2 et 3 là Alors, j'enlève pas 2 et 3 parce qu'ils ne sont pas devenus. C'est le deux-cœurs. Je fais l'algorithme pour le Ah, deux-cœurs. pardon, excuse-moi, oui, c'est pas Karp-Spitzer. Non, là, c'est pas Karp-Spitzer encore. On reviendra à Karp-Spitzer. Désolé. Pas de souci, pas de souci. Donc là, si je veux le deux-cœurs, il me reste 7. Je révèle sa patte et je l'enlève. Ah bah, il y a 8 qui est devenu une feuille. Je révèle sa patte, je l'enlève. Et maintenant, j'ai plus que des sommets de degré plus en 2. Donc ça, c'est mon deux-cœurs. Enfin, c'est les sommets qui sont dans le deux-cœurs. Et si je veux le deux-cœurs, il suffit d'appareiller uniformément au hasard ce qui reste. Et ce qui est pratique, c'est que si donc, on retient le nombre de sommets degrés 1, 2 et 3 à chaque étape de l'algorithme,
Alors là, c'est pas le nombre de sommets, c'est le nombre, ça va toujours être plus facile de raisonner avec le nombre de demi-arêtes qui sont accrochées sur des sommets de degrés 1, 2 et 3. Donc à chaque étape, donc, au fur et à mesure, on enlève des sommets de chaque type, on peut en créer, on peut créer des sommets de degré 2 à partir des sommets de degré 3, on aura des demi-arêtes. Mais donc si on se souvient du nombre de demi-arêtes attachées sur des sommets de degré 1, 2 et 3 à chaque étape de l'algorithme, ça va être une chaîne de Markov, ça dépend juste de ce qu'on va révéler. Donc, par exemple, pour le 2 cœurs, les transitions possibles pour notre chaîne de Markov. Donc je vous rappelle, on prend une feuille et on révèle la demi-arête, enfin on attache sa demi-arête, donc on révèle le sommet sur lequel elle est accrochée et on enlève le sommet et l'arête correspondante. Donc on prend une feuille en rouge. Si son voisin est aussi une feuille, bah, ça arrive avec probabilité proportionnelle au nombre de pattes qui sont sur des sommets de degré 1. Donc x, donc divisé par s, ici c'est mon nombre total de demi-arêtes. Et donc qu'est-ce qui se passe pour ma chaîne de Markov? Bah, on a enlevé 2 feuilles, donc ça fait -2 pour la première coordonnée. Si cette feuille, elle était attachée à un sommet de degré 2, donc on prend la feuille, on révèle l'arête et on l'enlève. Donc on va déjà sa probabilité proportionnelle au nombre de pattes attachées sur des sommets de degré 2. Et donc on va enlever une feuille, mais en enlevant la feuille et l'arête, ce sommet qui était de degré 2, il devient un sommet de degré 1. Donc on a perdu un sommet de degré 1, mais on en a gagné un autre. Ça ne change pas le nombre de sommets de degré 1. Et on a perdu un sommet de degré 2, donc on a perdu 2 pattes attachées sur des sommets de degré 2. Et maintenant, si le voisin de cette feuille, c'était un sommet de degré 3, ça arrive avec probabilité proportionnelle au nombre de pattes qui sont sur les sommets de degré 3, c'est juste une patte uniforme au hasard. Et donc on perd un sommet de degré 1, on perd un sommet de degré 3, mais ce sommet de degré 3, il devient un sommet de degré 2. Donc on perd une patte qui est sur un sommet de degré 1, 3 pattes sur un sommet de degré 3 et 2 pattes sur un sommet de degré 2. Ok, on a notre chaîne de Markov, on est content. Enfin, j'espère qu'on est content parce que ce qu'on sait faire, c'est d'approximer notre chaîne de Markov à l'échelle de temps et espace n par une certaine limite qui est... on sait que cette chaîne de Markov, quand n devient grand, ça converge vers une limite qui est déterministe et qu'on peut caractériser juste en lisant nos transitions de la chaîne de Markov. Alors, comment on les lit? J'ai remis les transitions de la chaîne de Markov pour le 2 cœurs. Donc, ce qui se passe, c'est que on regarde comment varie la première coordonnée. La première coordonnée, elle fait -2 avec probabilité. Alors, les -1, quand n est grand, on va les oublier, hein, avec probabilité proportionnelle au nombre de pattes sur les sommets de degré 2. Enfin, nombre de pattes, pardon. Elle fait -2 avec probabilité proportionnelle au nombre de pattes sur les sommets de degré 1 divisé par le nombre de pattes total. Et elle fait -1 avec probabilité nombre de pattes sur les sommets de degré 3 divisé par le nombre de pattes total. Et donc, ça se traduit sur la limite, donc la limite de notre chaîne par donc la première coordonnée fait -2 avec probabilité x sur s et -1 avec probabilité z sur s. Donc la x', c'est juste -2x moins z sur s. On fait pareil pour la deuxième coordonnée. Elle fait -2 avec proba y sur s et +2 avec proba z sur s. Donc ça veut dire que la dérivée de la deuxième coordonnée, enfin à la limite, la dérivée de y', c'est -2y plus 2z sur s. Et pour la troisième coordonnée, elle varie que dans le dernier cas, c'est -3z sur s.
Maxime, Ouais. tu peux expliquer pourquoi le plus 2 à droite, je n'avais pas compris pourquoi tu augmentais le. Ici, Oui. donc on a perdu un sommet de degré 1, perdu un sommet de degré 3, mais le sommet de degré 3, il est devenu un sommet de degré 2. Ah, c'est le 2 cœurs, donc là, pas. Oui, oui, c'est le 2 cœurs toujours. Ça arrive, vous n'allez pas être déçus. Et tu comptes 2 fois, pourquoi tu mets plus 2? On compte les pattes. Ah, les 4. On compte les pattes, comme ça on peut diviser par juste x plus y plus z si on met les coefficients. Mais c'est juste technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah super, on a un système qui caractérise notre limite fluide, là, l'approximation à l'échelle n en temps, n en espace. Et on peut le résoudre en remarquant que à chaque fois on enlève, en fait on enlève juste une arête, enfin on enlève donc 2 demi-arêtes parce qu'on enlève juste l'arête qui vient avec la feuille. Et donc on va supposer que y de 0 vaut 0, c'est juste que ça nous donne les solutions maximales, ça ne change pas grand-chose, mais donc on a des solutions explicites pour ce que doit être notre approximation à l'échelle nn. Et donc ça, on peut le tracer. Alors, on va commencer par le cas surcritique. Donc en fonction des conditions initiales, on part toujours de pas de sommet de degré 2. Mais donc s'il y a beaucoup de sommets de degré 3, enfin, si on a dépassé le point critique pour le nombre de sommets de degré 3, ce qui se passe, c'est quand le nombre de sommets de degré 1 vient toucher 0. Donc je vous rappelle que tout ça, c'est tracé en proportion. C'est divisé par n. Donc quand le nombre de sommets de degré 1 vient toucher 0, il reste encore des sommets de degré 2 et 3. Donc il reste une proportion positive de sommets de degré 2 et 3. Alors que dans le cas sous-critique, si on part avec beaucoup moins de sommets de degré 2, là j'en avais degré 3, pardon. Là j'en avais 0,4 au départ, là j'en ai que 0,2. Les 3 courbes viennent toucher 0 en même temps. Et alors si on zoome très très fort, je suis d'accord, c'est pas évident, mais en fait la courbe bleue, proche de la fin, elle est au-dessus des deux autres. Et on peut montrer que c'est vrai. En fait, proche de la fin, il y a toujours plus de sommets de degré 1 que de sommets de degré 2 et 3. Et donc, quand il n'y a plus de sommets de degré 1, bah, il y a plus de sommets de degré 2. Et dans le cas critique, alors c'est aussi vrai que les 3 courbes viennent toucher 0 en même temps. Mais contrairement à là où la courbe pour les sommets de degré 1 avait une dérivée strictement négative, ici la dérivée s'annule. Et c'est ça qui fait que l'analyse des fluctuations est utile. Ok, j'espère que c'est clair. Que ça, c'était pour le 2 cœurs. Ouais. Tu peux répéter pourquoi fluide? Ça vient de la physique. Ok. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Pardon. Et ouais. C'est une hydrodynamique. Ouais. Alors, il me semble qu'on dit plutôt. J'espère que on dit plutôt hydrodynamique quand c'est une EDP à la fin. Et là, c'est vraiment une EDP. Mais je prépare ma main. Ok, bah nous on veut faire le cœur de carte Kipser. Et donc je vous rappelle que pour faire le cœur de carte Kipser, il faut enlever les feuilles et les voisins des feuilles. Et donc toutes les arêtes qui sont attachées aux voisins des feuilles. Donc il faut non seulement prendre une feuille, révéler son voisin et révéler les voisins des voisins pour enlever toutes les arêtes qui vont avec. Donc il y a 13 transitions possibles. On va peut-être pas toutes les regarder, mais par exemple, la feuille, elle peut être voisine d'un sommet de degré 3, qui lui-même est voisin d'un sommet de degré 3 et d'un sommet de degré 2. Donc ça arrive avec quelle probabilité? Le nombre de... la proportion de pattes qui est sur les sommets de degré 3, fois la proportion de pattes qui est sur les sommets de degré 3, fois la proportion de pattes qui est sur les sommets de degré 2, ici, et il y a un petit 2 pour un facteur de symétrie entre ces deux pattes-là. Et qu'est-ce qui se passe pour la chaîne de Markov dans ce cas-là? Alors,
on perd un sommet de degré 1 ici, mais on en crée un autre ici, on enlève toutes ces pattes. On perd un sommet de degré 2 ici, mais on en crée un autre ici, donc ça ne change pas le nombre de sommets de degré 2. Et on perd 2 sommets de degré. Donc on perd 6 pattes attachées à des sommets de degré. Bon, bah, faut. L'avantage d'avoir pris que des sommets de degré 1, 2 et 3, c'est qu'on peut énumérer tous les cas possibles. Et faire la même chose, oui. Vous avez automatisé un peu le traitement ou vous avez fait tout ça à la main? Voilà, 1, 2, 3, franchement, on a fait ça à la main. Ok. Mais on a bien vérifié qu'on s'était pas trompé sur les facteurs de symétrie, c'était. L'avantage, c'est qu'on peut aussi faire des simulations pour vérifier que les courbes collent à ce qu'on veut. Après, Alors, moi, l'exemple TNT, tu Ouais. pourquoi tu t'enlèves 6 pattes de degré? 6 pattes attachées sur des sommets de degré 3. Il y a 2 sommets de degré 3 qui s'en vont. Celui-là et celui-là, il devient un sommet de degré 2. Et tu rajoutes pas le 2. Alors, je ne rajoute pas le 2 parce que j'ai enlevé un sommet de degré 2. Ah oui. Et je ne rajoute pas le 1 parce que Ah oui, j'ai enlevé un sommet de d'accord. degré 1. Ok, c'est le bilan total. On peut en faire un autre si. En détail. C'est bon? Ok, bah donc on peut faire comme tout à l'heure, la même méthode de la limite plus de marche. Si on fait l'approximation en n par l'espace et par le temps, on a une limite déterministe et on peut lire que vaut la dérivée pour la première coordonnée. On ne va pas le faire à la main, mais je l'ai fait pour vous. Donc là, les x un peu en gras, c'est juste les proportions. Comme de toute façon, tout dépend que des proportions. Limite. Ça nous donne ce système qui a l'air pas facile à résoudre, mais ça se fait. Donc, en fonction des conditions initiales, on peut résoudre. Et il se passe un peu le même phénomène que tout à l'heure. Donc, si on part avec beaucoup de sommets de degré 3, peu de sommets de degré 2, de degré 1, comme tout à l'heure, je pars avec 0 sommet de degré 2, il se crée après, c'est les solutions maximales. Quand le nombre de sommets de degré 1 vient toucher 0, il reste une proportion positive de sommets de degré 2 et 3. Donc ici, c'est le cas surcritique. Là-haut, c'est le cas sous-critique. Les 3 courbes viennent toucher 0 en même temps. Et si on zoome très très fort, avec de très bons yeux, la courbe pour les sommets de degré 1 a une dérivée strictement négative et au-dessus des deux autres, très proche de la fin. Et là, il y a le cas critique où la dérivée s'annule. Et je vous ai aussi tracé les courbes dans. C'est les proportions de sommet de degré 1 en fonction de proportion de sommet de degré 3 en fonction du temps. Et donc les courbes, elles suivent ces lignes. Donc si on part. Ça doit être. C'est pas me tromper, ça c'est quand on part dans le régime sous-critique. On reste ici, le régime surcritique est bien touché. L'axe des ordonnées, et là, il y a la trajectoire critique. Ok. Bon. Déjà, c'est pas mal, ça nous permet de faire la transition de phase. Dans ce cas-là, on n'avait que des sommets de degré 1, 2 et 3. Mais ça suffit pas. En tout cas, ça suffit pas pour étudier le régime critique. Et je vais regarder l'heure quand même. Oui. Et je vais essayer de vous convaincre que ça suffit. La limite fluide, ça suffit vraiment pas pour étudier ce qui se passe au point critique, avec 3 exemples très simples. Si vous n'avez rien suivi sur ce qu'est l'algorithme de Karp-Lipser, vous pouvez écouter. Parce qu'on va, je vais donner 3 modèles avec. Initialement, on a 2 groupes d'individus, 2 tribus, avec n individus dans chaque tribu. Et on va faire mourir les individus selon différentes règles. On note xk, le nombre d'individus dans la première tribu, et yk, le nombre d'individus dans la deuxième tribu, autant k. Et donc la première version, c'est on prend un individu uniformément au hasard et il meurt à chaque étape.
La deuxième version, c'est on prend une tribu au hasard. Ah, mince. Pardon. Donc, qu'est-ce que ça nous donne sur les transitions de la chaîne de Markov? On fait -1 avec probabilité proportionnelle au nombre d'individus dans la première tribu. Enfin, -1 sur le nombre d'individus dans la première tribu, avec probabilité proportionnelle au nombre d'individus dans la première tribu. Et -1 sur la deuxième tribu, avec probabilité proportionnelle au nombre d'individus dans la deuxième tribu. Ça, c'est la première version. La deuxième version, on prend une tribu au hasard et quelqu'un de cette tribu meurt. Donc on fait juste -1 sur la première coordonnée avec -1, -1 sur la deuxième coordonnée avec -1. Et troisième version, on fait l'inverse de la première version. On prend un individu uniformément au hasard, mais il va tuer quelqu'un dans l'autre tribu. Donc on fait -1 sur la première tribu avec probabilité proportionnelle au nombre d'individus dans la deuxième tribu. -1 sur la deuxième avec probabilité proportionnelle au nombre d'individus dans la première tribu. Donc dans ces 3 cas, on peut faire comme tout à l'heure, méthode de la limite fluide. La dérivée de la première coordonnée, c'est -1 fois x sur x plus y. Et la dérivée de y', c'est -1 fois y sur x plus y. Dans le cas du milieu, pour les deux dérivées sont égales à -1,5, -1 fois 1,5. Et dans le troisième cas, la dérivée de la première coordonnée, c'est moins la deuxième, donc y sur x plus y. Et donc c'est pareil, on échange par rapport à la première, à la première version. Et dans ces 3 cas, comme on est parti du même nombre d'individus dans les deux tribus, la solution, c'est juste ça. Par contre, si on regarde le nombre d'individus qui restent quand l'une des deux tribus meurt, donc quand l'une des deux tribus meurt, les 3 comportements sont très différents. Alors peut-être le plus simple à deviner, c'est celui du milieu. Quelqu'un a une idée sur l'ordre de grandeur du nombre d'individus qui restent dans le premier. Dans le dernier truc, s'il y a une des tribus qui meurt, tu peux. Ouais, on peut plus. Ça s'arrête. On s'arrête. Dans les 3 cas, on s'arrête dès que l'une des deux tribus meurt. Ah, d'accord. Et on se demande combien d'individus restent dans l'autre. Le milieu, il en reste pas beaucoup. Pour tout le monde. Le milieu, il en reste. Comment? La différence entre nous. Non, mais ce que tu dis là sur x de t, y de t, c'est juste qu'elles ont la même tête à. Elles ont la même tête, mais j'ai divisé le temps par n et l'espace par n. D'accord, donc en fait, Donc, il y en a une qui va ça. Enfin, c'est deux. Dans tous les cas, le nombre d'individus qui reste, c'est petit o de n. C'est tout ce qu'on sait. On devine si c'est racine de n qui reste, si c'est log n, si c'est. Exactement. Mais peut-être au milieu, c'est. Alors, j'ai pas demandé que tu fais l'hypothèse que x de 0 égale x de 0 est la même chose. Non, alors, on est parti. Pardon, c'est moi qui n'étais pas clair. Je suis parti de n individus. Les gens meurent. Ah, ils sont là, ok. N individus dans chaque tribu. C'est juste ça, les gens meurent. Et on veut savoir combien de gens il reste dans la tribu quand l'une des deux tribus s'éteint. Donc, ok. Le cas du milieu, c'est le cas le plus simple, parce que en fait, on peut juste regarder une tribu, une des deux tribus, et l'autre, on pourra la retrouver. Et une des deux tribus, elle fait juste -1 avec probabilité 1,5. Et donc, si j'enlève 1,5, c'est juste des fluctuations standards autour de la limite fluide. Et le nombre d'individus qui reste, c'est racine de n. Enfin, c'est d'ordre racine de n. Alors, dans le premier cas, si on se souvient, on prenait un individu au hasard et il meurt. Donc, si on a une grosse tribu par rapport à l'autre, on ne va pas avoir tendance à aller chercher des individus dans la petite tribu. On va plutôt tuer des gens dans la grosse tribu. Et ça va un peu équilibrer les deux tribus. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fait, le nombre d'individus qui restent, il est plutôt d'ordre constant. Il y a une loi limite pour le nombre d'individus qui restent. C'est géométrique. C'est un Kingman, c'est ce qui. Je ne me souviens plus, mais c'est explicite. C'est une loi connue, je pense. Il y a une version allumette aussi de. Non, on peut dire on a des allumettes dans les poches. Est-ce que je prends une poche au hasard? Est-ce que je prends une allumette au hasard?
J'ai choisi, ok, je l'ai présenté avec des tribus, ça vient d'un papier de Cipriani. Ok, pardon. Et on va finir sur le dernier modèle. Là, c'est l'inverse. Si on a une grosse tribu par rapport à l'autre, on va avoir tendance à prendre quelqu'un dans cette grosse tribu et donc tuer des gens en face. Dès qu'une tribu devient significativement plus grande que l'autre, on va avoir tendance à éteindre la petite tribu. Et significativement plus gros, ça veut dire n 3/4. Et donc le modèle de droite, là, il a notamment été étudié par Amanda Turner dans un... je ne vais pas avancer sur l'année, mais donc elle appelle ce modèle le modèle d'Ocquet-Corral. Et en interpolant entre ces trois modèles, on peut trouver n'importe quel exposant entre 1 et 3/4 pour la valeur finale. Tout ça pour vous convaincre qu'il faut un peu travailler pour comprendre ce qui se passe proche de la fin pour notre cœur de carte. Mais juste, il n'y a pas de contradiction avec le principe de limite fluide, c'est-à-dire que ces fluctuations, tu les vois seulement à la fin. Voilà, la limite fluide, elle marche à l'échelle n, c'est tout. Mais c'est un bon point de départ, la limite fluide. Et une première chose à faire, c'est de comprendre ce qui se passe à la fin. Donc, proche de la fin, epsilon n étape avant la fin. À quoi ressemblent nos courbes données par la limite fluide? Donc, dans le cas de notre cœur de carte fixeur, ce qui se passe, c'est que donc, proche de la fin, pour les sommets de degré 1, je vous avais dit que ça s'éteignait avec une dérivée 0. On peut calculer l'ordre de grandeur de la courbe, donc epsilon avant la fin, et dans 3 fois epsilon carré. La courbe pour les sommets de degré 3, elle a une dérivée, c'est 4 epsilon. Et la courbe pour les sommets de degré 2, elle est entre les deux, c'est une certaine constante fois epsilon 3D. Donc ça, c'est notre point de départ. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est ça, c'est ce que nous donne la limite fluide donc à l'échelle nn. Mais nous, on veut comprendre où est vraiment la chaîne de Markov, comment elle varie autour de ces courbes et comprendre vraiment ces ordres de grandeur. Petit spoiler ici, mais voilà. Donc, regardez les fluctuations A, B et C. Donc A, c'est pour les sommets de degré 1, B pour les sommets de degré 2, 3, C pour les sommets de degré 3. Donc c'est juste ma vraie chaîne de Markov auquel j'ai retranché l'approximation que donne la limite fluide. Et si on se disait tout marche bien, c'est juste des fluctuations standards. Les fluctuations, ça devrait être à peu près racine de n. Alors, donc, les sommets de degré 1 viendraient toucher 0 quand ces fluctuations sont du même ordre de grandeur que la limite fluide. Enfin, x égale 0 quand ak est du même ordre de grandeur que n fois x. Donc, quand ce racine de n est du même ordre de grandeur que epsilon carré fois n, donc c'est-à-dire quand epsilon vaut à peu près n moins un quart, et si on remet ça dans la limite fluide donnée par les sommets de degré 2 et 3, on a n 3/4 sommet de degré 2 et n 5/8 sommet de degré 3. Bon, il y a un problème, c'est pas ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de prendre un epsilon qui dépend de n, qui devient petit avec n. Donc ça ne marche pas. L'approximation donnée par la limite fluide, ça marche que à epsilon n étape avant la fin, mais avec un epsilon fixé. Et il faut comprendre plus précisément ce qui se passe. Donc il y a un premier effet qui est en quelque sorte une force de rappel. Si on calcule l'espérance du delta des fluctuations, on se retrouve avec quelque chose proportionnel à moins A. Donc l'espérance du delta des fluctuations pour les sommets de degré 1, c'est proportionnel à moins les fluctuations pour les sommets de degré 1. Donc ça nous dit que si on a des grosses fluctuations pour les sommets de degré 1, on va avoir tendance à être ramené proche de notre courbe donnée par la limite fluide. Et donc si on somme toutes ces fluctuations, on se retrouve avec l'espérance des fluctuations pour les sommets de degré 1 et on fait le produit sur les fluctuations qui viennent du début.
Et on se retrouve avec epsilon fois racine de n. Je sais qu'on a du epsilon, peut-être que ça va marcher cette fois. Donc notre courbe, les sommets de degré 1 valent 0 quand ces fluctuations, elles sont du même ordre de grandeur que ce qui nous est donné par la limite fluide. Donc c'est-à-dire quand epsilon, il est d'ordre 1 sur racine de n. Et ça nous dit que combien on a de sommets de degré 2? On en avait epsilon fois n. Et combien on avait de sommets de degré 3? Epsilon fois n. Et maintenant. Bon, c'est toujours pas ce que je vous avais annoncé. Il y a encore un truc qui ne va pas. Donc, non seulement il y a une phase de rappel, mais il y a aussi des fluctuations qui viennent de la fin, qui viennent des fluctuations qui viennent des fluctuations elles-mêmes. Donc, si on se rappelle, proche de la fin, majoritairement, on a des sommets de degré 2. On n'a vraiment pas beaucoup de sommets de degré 1, mais on peut avoir quelques sommets de degré 3. Donc, ce qui se passe majoritairement, c'est qu'on prend une feuille qui est connectée à un sommet de degré 2, qui est lui-même connecté à un sommet de degré 2. Et ça ne change pas le sommet de degré 1. Le nombre de sommets de degré 1, pardon. Mais ce qui peut aussi se passer, à l'ordre d'après, avec probabilité racine de epsilon, on peut avoir un des deux sommets qui est un sommet de degré 3. Donc, soit parce que la feuille elle était connectée à un sommet de degré 3 qui était lui-même connecté à deux sommets de degré 2, ou parce que la feuille était connectée à un sommet de degré 2 qui était lui-même connecté à un sommet de degré 3. Et dans ce cas-là, dans le premier cas, on a +1 sur le nombre de sommets de degré 1 et -1 sur le sommet de degré 1 dans le deuxième cas. Et donc ça nous induit des fluctuations pour les fluctuations du nombre de sommets de degré 1 d'ordre avec une variance d'ordre racine de epsilon. Et donc, si on somme toutes ces fluctuations donc, proches de la fin, à une échelle entre epsilon avant la fin et epsilon sur 2 avant la fin, on a une variance pour la variation des fluctuations d'ordre epsilon 3,5 fois n. Donc, ça veut dire des fluctuations d'ordre racine de ça, donc epsilon 3/4 fois racine de n. Et si on remet ça dans le nombre de... Donc ça nous dit qu'on a extinction quand ces fluctuations sont du même ordre de grandeur que la courbe de la limite fluide, epsilon carré fois n, et epsilon d'ordre n-2/5, c'est proche de la fin. Donc ça veut dire qu'il nous reste epsilon 3/5 sommet de degré 2 et n-2/5 sommet de degré 3. Ouf. Bon. Bien sûr, pour montrer que tout ça c'est vrai, il faut vérifier que toutes les fluctuations de chacune des trois courbes restent bien dans une bonne région et bien approximées par la limite fluide, et que tout ça est vrai, mais globalement, c'est l'idée. Il me reste 3 minutes. Pour un peu plus, on a commencé avec un peu de retard. Ok. Alors, en 5 minutes, je voulais terminer avec deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on voit le brownien apparaître à la fin. C'est si on se remet à la bonne échelle. Donc, on a dit, là où il se passe quelque chose, c'est quand epsilon devient d'ordre n-2/5. Et donc, quand epsilon est d'ordre -2/5, ok. Donc, ce epsilon carré fois n, il vaut n1/5. Donc, ça veut dire qu'il nous reste, dans une échelle de temps n3/5 avant la fin, il reste à peu près n1/5 sommet de degré 1, et à un moment, ça vient toucher 0. Donc, si on renormalise les fluctuations par n1/5 en temps et n3/5 en... n3/5 en temps, n1/5 en l'espace, on peut regarder l'espérance du drift et de la variance sur ces fluctuations. Donc ça nous donne
une bonne approximation de comment devraient se comporter ces fluctuations proches de la fin. Et ça nous donne donc cette équation différentielle stochastique qui nous montre ce brownien. Et donc cette courbe 1 sur t carré, c'est vraiment quand est-ce que cette équation, enfin, ces fluctuations viennent toucher notre courbe de la limite fluide. Et ok, là c'était chouette, on n'avait que des sommets 1, 2 et 3. Maintenant on veut revenir au graphe d'Erdős-Rényi où on peut avoir n'importe quel degré pour les sommets. La première étape, c'est de ne pas s'embêter et de dire qu'on s'autorise les multi-arêtes et les boucles, et de donc, juste se fixer un nombre d'arêtes, et de regarder la version donc, multigraphe d'Erdős-Rényi. Et c'est d'ailleurs comme ça que Karp et Sipser ont montré la transition de phase. Dans ce cas-là, on a aussi une chaîne de Markov avec seulement 3 paramètres qui nous décrit l'algorithme de Karp-Sipser. Il suffit de regarder le nombre de feuilles, le nombre de sommets, ou le nombre de sommets de degré plus grand que 2, comme on a le nombre de feuilles, on peut déduire l'un de l'autre, et le nombre d'arêtes. Et ça nous suffit à décrire l'exécution de l'algorithme de Karp-Sipser. On n'a pas besoin de révéler le degré de chaque sommet a priori. On va le révéler donc, prenant une feuille, on va révéler le degré du voisin. Soit c'est une feuille, comme on connaît le nombre de feuilles et le nombre de sommets total, on connaît la probabilité et le nombre d'arêtes. Enfin, on connaît le nombre de feuilles et le nombre d'arêtes, on connaît la probabilité que ce soit une feuille. Et sinon, son degré, c'est juste une loi de Poisson, donc conditionnée à ce que ça soit pas une feuille, donc conditionnée à être plus grande que 2, et dont le paramètre est fait pour qu'il y ait le bon nombre d'arêtes, enfin que le nombre d'arêtes corresponde à ce qu'on veut. Donc les transitions sont plus pénibles, mais avec un peu de courage, on s'en sort. Et donc on arrive à faire également à analyser le drift clavariance des fluctuations et vraiment comprendre ce qui se passe pour la chaîne de Markov dans ce cas-là. Et il reste une dernière étape qui est de revenir au modèle simple. Parce que, donc, on le disait tout à l'heure, l'algorithme de Karp-Sipser, il est très sensible à juste enlever des boucles, enlever des demi-arêtes. Il faut juste... donc, il y a encore un peu de travail, mais on s'en sort. Merci beaucoup.